peu plus âgé. Que faisiez-vous alors? En études ou déjà dans la vie active? Non, j'étais encore à l'école, puisque avant-guerre, à Fenin, il n'y avait pas de collège. Maintenant, nous en avons deux. Et on pouvait faire 2 ans de cours après le certificat d'études dans ce qu'on appelle un cours complémentaire. Maintenant, en 40, je me trouve à l'école, là, quand début de la guerre, c'est-à-dire en 1939, la déclaration de la guerre, et on approche, et donc c'est l'occupation, les Allemands viennent d'envahir la France, là, et occupent naturellement, comme vous le savez tous, la côte. Et Fenin se trouve sur la côte, dans zone interdite. L'école a été réquisitionnée automatiquement. Et donc, ça ne marchait plus, quoi, en quelque sorte, mais j'arrivais de toute façon à l'année où je devais terminer. Et donc, il a fallu terminer et partir. Et c'est là qu'il a fallu que j'arrête. En études, en quelque sorte, j'ai continué un peu, parce que j'avais trouvé une solution, c'est faire les cours par correspondance. C'était à cette époque l'école universelle, et que je vous conseille pas beaucoup. Vous avez des bons professeurs maintenant, nous n'en avions pas beaucoup été mobilisés ou autres. Là, et vous avez quand même des facilités que nous n'avions plus. Les Allemands étaient là, on commençait à être sous la botte allemande. Et donc, les études pour étaient terminées, je n'avais que ces cours complémentaires, c'est atroce. Et toi, Alexis, en 1940, tu étais toujours aux études? Oui, alors moi en 1940, je termine le lycée. Je suis en terminale. Je fais mes études au petit séminaire de Concroix, petit séminaire du Finistère. Et j'ai deux idéaux, si vous voulez. J'ai l'idéal religieux, mais j'ai aussi l'idéal de la France. Et l'idéal de la France, je l'ai appris dans une autre institution dont on ne parle pas beaucoup et qui est extraordinaire pour les jeunes, c'est le scoutisme. Le scoutisme qui vous apprend à vous débrouiller, mais qui vous apprend aussi à aider tout le monde, à se mettre au service des gens, à se dévouer pour les gens. Donc voilà l'éducation que j'ai reçue. Donc je ne sais pas s'il faut insister ou si... Bon, on va reprendre ça tout à l'heure par d'autres questions. Et la question suivante, justement, et comme tu as le micro, tu vas pouvoir continuer. Pourquoi es-tu rentré en résistance? Je suis rentré en résistance parce que, comme scout, j'avais fait une promesse que je voulais tenir. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie. Et à me mettre au service des gens, à aider les gens. Là, c'est la patrie qui était malade, c'est la patrie qui était battue. Donc, pour tenir ma promesse, il fallait que je m'engage, il fallait que je pousse jusqu'au bout. Et voilà pourquoi je me suis engagé. La France était menacée, les valeurs françaises, les valeurs démocratiques étaient menacées. Il fallait se donner. Il y avait 2 possibilités, ou ne rien voir, fermer les yeux, ne rien voir et dire je continue, ou s'engager. Pour s'engager, il fallait quitter la France puisqu'elle a été envahie par les Allemands. Donc nous avons quitté la France et arrivé à l'étranger, nous nous sommes mis au service de ce général qui nous a expliqué pourquoi il l'a posé, qui nous a reçus et qui nous a accueillis et qui nous a dit avec moi on va délivrer la France. Et il faut que à la fin de la guerre, comme les Alliés gagneront, et je suis persuadé qu'ils gagneront, il faut qu'à ce moment-là, la France soit du bon côté, soit du côté des vaincus. Alors, avec moi, vous serez les vaincus. Voilà ce qu'il nous a dit en 40, et voilà pourquoi je me suis engagé et comment je me suis engagé.
Et toi, Alain, pourquoi es-tu entré en résistance? Pour ma part, l'aventure a commencé au mois de janvier 1943. J'avais 17 ans. Comme beaucoup de jeunes gens de mon âge, je trouvais l'occupation allemande insupportable. Des troupes allemandes partout. Dans la région de Fenand, nous étions dans la zone interdite, c'est-à-dire la zone côtière qui partait du haut de la Norvège pour arriver à la frontière espagnole. Dans cette zone, j'étais encore plus surveillé que tout le reste du pays. Couvre-feu à 21 h jusqu'à 6 h du matin. Interdiction de circuler librement. Plus d'études possibles. Les écoles, les collèges, les lycées, souvent réquisitionnés par les Allemands. Réquisition des produits agricoles, des vélos, des animaux de ferme. Dans la ville, les gens souffraient de pénurie alimentaire. Vivant à la campagne, nous n'avions pas souffert de la faim. Mais pour les citadins, c'était différent. Deuxièmement, c'est une raison familiale. Mon père, ancien combattant de 14-18 et blessé de guerre, avait commencé, comme 92% des Français, par faire confiance à Pétain. Mais après la rencontre de Montoire, le 24 octobre 1940, les choses avaient changé. Je me souviens que les anciens combattants de 14-18 avaient déchiré les photos de Pétain qu'on avait dû afficher dans le café que tenait mon père. Et troisième raison, à l'occasion, s'est présenté à moi en janvier 1943, après passer un dimanche à l'issue d'un match de football. Un de mes camarades m'apprend qu'un ancien marin de la Marine nationale, que je connaissais par ailleurs, qui s'appelait Yvon Téméré, voulait me voir. Ce marin, un second maître fusilier marin, était en congé à cause de l'armistice de 1940. Il me demanda si je voulais bien faire partie d'un groupe de 10 résistants qu'il était chargé de trouver et d'éduquer dans le secteur de Tiglas, Moulin-du-Pont. Et de les former. Il y avait déjà 7, je serais le 8e. Mon accord fut spontané. J'étais heureux de me joindre à eux. C'est ainsi que je suis rentré dans le réseau Kurma Vengeance. Le mardi soir, en signant mon engagement, je suis devenu membre des forces françaises combattantes sous le nom de Jean Ramagère. Yvon, l'ancien marin qui m'avait recruté, avait fortement souligné que mon acceptation me ferait courir les plus graves dangers, plus graves encore que ceux du champ de bataille. Je savais qu'en cas d'arrestation par la Gestapo, je risquais la mort, pire encore la torture pour obliger à livrer des renseignements. Je savais aussi que nous étions entraînés pour faire si nous étions les Allemands, ça a entraîné automatiquement des représailles effrayantes, comme les exécutions d'otages. On parle beaucoup du courage qu'il a fallu aux jeunes pour s'embarquer dans cette aventure. Mais il faut reconnaître qu'une part d'inconscience entrait dans notre choix, malgré tous les avertissements. Quand on est très jeune, j'avais seulement 17 ans, on croit qu'on échappera au danger. On veut participer à la lutte contre l'occupant. On est heureux d'appartenir à un groupe de résistants. On est prêt à prendre des risques, sans toujours
être vraiment conscient des conséquences. Alain parle de l'inconscience de la jeunesse. Est-ce qu'il y avait aussi chez toi, Alexis, une part d'inconscience de partir comme ça, donc d'Audierne vers Limousin et vers l'Angleterre, alors que la majorité de la nation était très attentiste ou pro-Vichy? Est-ce qu'il y avait de l'inconscience de ta jeunesse? Je pense pas. Je pense pas qu'il y avait de l'inconscience. On savait qu'on risquait. Je me rappelle très bien mon départ. Je me rappelle très bien avoir vu mon port, mon village disparaître. Sur le bord du quai, il y avait ma mère et mes petits frères qui étaient là, qui nous regardaient avec d'autres personnes. Nous n'étions pas inconscients, mais nous ne savions pas si nous pouvions revenir. Et ma dernière vision de la France, je l'ai eue au large de Port-Salle, quand le bateau est parti, nous a amenés vers l'Angleterre. J'ai vu la côte de France disparaître et je me suis demandé, est-ce que je la reverrai un jour? Et on était conscient. Et quand on s'est engagé au service de De Gaulle, ce n'était pas pour nous promener. On s'engageait pour lutter pour la France, pour lutter pour la libération de la France, pour obéir aux ordres qu'on recevait. Et notre parcours après a duré, s'est étendu sur 4 ans, en luttant un peu partout, en luttant en Afrique, en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Italie et en France. En France jusqu'au bout. La France était libérée, nous continuions à lutter. En me demandant d'ailleurs pourquoi on était si peu à lutter et pourquoi les hommes ne venaient pas. On comprenait très mal pourquoi ils ne venaient pas nous aider alors qu'on avait tellement de mal, nous, à continuer à lutter et à survivre. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire des gens, c'est que j'ai eu autour de moi des gens extraordinaires, des gens qui étaient là pour donner leur vie, qui étaient là pour donner leur sang, qui l'ont donné. Beaucoup ne sont pas revenus pour que la France revive. Et ce thème de cette année est extraordinaire. Je conseille à tous les collégiens et lycéens de participer à... C'est une croisade, même si on ne veut pas dire le nom, c'est une croisade qu'on a faite. Il fallait donner, il fallait aller jusqu'au bout, il fallait lutter, il fallait souffrir. Et il fallait s'engager pour libérer la France. Donc Alexis a parlé de ses 10 frères présents sur les quais lorsqu'il embarquait. Et de ton côté, Alain, est-ce que ta famille a partagé ou approuvé ton choix ou a même connu ton choix de résistant? Non, ce n'était pas possible. Quand vous vous engagez, il ne faut pas oublier que la France avait demandé l'armistice. L'armistice a été accordé à la France, donc attaquer l'armée allemande, nous devenons des francs-tireurs, nous devenons des terroristes. Donc automatiquement, ils avaient le droit de mort sur nous. Et on nous avait bien expliqué je devais connaître 10 personnes de ce groupe, mais personne d'autre. Formellement interdit de le dire à nos parents. Et on nous avertit aussi que si on était bavard, si on disait à nos parents, si on parlait un peu trop, ils étaient obligés de se débarrasser de nous. Et des corps ont été rendus à la famille après-guerre. Et tes parents n'ont jamais su? Ils l'ont su quelque temps avant le débarquement, quand il y a eu une traîtrise chez nous dans le réseau Purement Vengeance ici, à Quimper et sur le coin. Naturellement, il a fallu que je dise à mes parents, puisque nous avons été sérieusement inquiétés par la Gestapo,
même plus qu'inquiété, puisque nous avons eu dans notre groupe qui était porté à Nuengam, et une dame qui travaillait également à la ferme, qui était des clients de mes parents, là, a été déportée à Ravensbrück. Et ils sont venus, le traître qui nous a dénoncés en quelque sorte, notre agent de liaison, qui était Jean Autrette, ici de Quimper, hein, ils se sont fait ramasser, ils sont venus à Pleven, puisque le traître savait qu'il y avait un groupe à Pleven. Mais savez-vous, Pleven est assez grand, et je n'habite pas le bourg de Pleven, j'habite à 3 km du bourg de Pleven, au lieu dit Tiglas. Et donc, ben, Jean Autrette, dans les cafés à Pleven, a été massacré même pour qu'il parle. Il a été battu de tous les bords pour qu'il nous dénonce où était ce groupe. Et ils étaient prêts à agir. Ils avaient un camion de gens qu'ils avaient recrutés ici à Quimper, plus la Gestapo de Quimper, plus beaucoup de crapules françaises qui étaient sous les ordres du docteur Chappe, qui était dans le division. C'était spécialiste pour la lutte contre les terroristes, comme on nous appelait. Et donc, là, s'il parlait, naturellement, et sous la torture, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Hein. J'étais obligé de dire à mes parents, si nous dénoncent ou quelque chose, ben, automatiquement, ils viendront à la maison. Hein. Et je leur dis, je faisais de la résistance et tout ça, mon père m'a dit, je m'en doutais bien, mais là, quand même, tu nous as mis dans un sacré pétrin. Bon, mais écoute, on va te cacher, on est partis 2 par 2, on s'est dissous de partout, là, pendant quelques jours, là, pour attendre que ça vienne. Et il avait dit, s'ils viennent, je leur dirais qu'ils savaient que j'étais un terroriste, que j'étais un voyou, et qu'ils m'avaient mis à la porte depuis déjà de nombreux mois, et qu'ils souhaitaient même qu'ils me mettent la main dessus et me punir en conséquence. Avec la Gestapo, ça ne marche pas. J'avais 2 sœurs aînées, et les 2 sœurs avaient été ramassées, c'est ce qu'ils faisaient d'habitude, venaient ici à Quimper, rue La Hennec, où se trouvait c'est là qu'ils étaient la Gestapo de Quimper. Et donc, je aurais dit à mes parents, ben, vous lui direz de venir nous voir, je sais très bien que vous pouvez avoir des contacts avec lui, et débrouillez-vous, et les 2 sœurs seront libérées. On a appris naturellement plus tard que je serais allé me rendre automatiquement, je n'aurais pas pu survivre en laissant mes 2 sœurs. Je serais allé, j'aurais eu le droit certainement à un traitement spécial pour que je dénonce les hommes, et ainsi de suite. Voilà comment ça se passait. Donc mes parents ne pouvaient pas, on ne devait pas me dire, il ne fallait pas, on mettait la vie des autres en danger, donc il fallait se débarrasser de nous. Et nous, ça. Alors, passons un peu en quelques minutes à l'action d'Alain et d'Alexis au cours de la guerre. Pour Alexis, on va lui demander une version courte. Si vous voulez une version longue, vous reporterez donc au livre qu'il a écrit et qui pourra vous dédicacer donc à la fin de la séance ce soir. Donc, un excellent livre écrit par Alexis sur son épopée au cours de la guerre. Alors Alexis, peux-tu nous dire en quelques mots ce que tu as fait pendant la guerre? En quelques mots. Oui, parce que je sais bien qu'il est trop lourd aujourd'hui. Donc, si vous voulez le détail, il y a le bouquin, évidemment. C'est un bon commercial, hein? Non, mais non. Donc, si je vous donne le détail, on sera encore là demain. Oh, même après-demain, sans doute. Même après-demain. Non, j'ai simplement d'abord appris à être militaire, ça s'apprend. Il faut savoir tout faire, il faut savoir servir tous les armes, il faut savoir servir tous les véhicules. Bon, c'est une école qu'on a prolongée en Angleterre, qu'on a poussée à outrance, de manière à pouvoir ensuite l'apprendre aux autres. Et comme il y avait des territoires qui avaient rallié, dès que notre instruction a été terminée, au bout de 6-7 mois, on est parti en Afrique pour encadrer des troupes noires levées sur place, des gens qu'on a qualifiés de volontaires qui étaient en fait réquisitionnés et qui sont arrivés. Le problème a été de communication parce qu'ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas leur langue. Enfin, on s'est arrangé petit à petit.
on les a instruits, et quand on a considéré qu'on était assez instruits, nous sommes partis rejoindre les troupes qui combattaient déjà dans le nord de l'Afrique. Et à partir de là, nous avons combattu de 1942 jusqu'en 1945. Nous avons combattu, comme je vous l'ai dit, en Libye, à Lamani, à Tobruk, en Italie, à Tacrona, jusqu'au succès final. Et j'ai un souvenir extraordinaire de ça, la reddition de l'ennemi, les Allemands se rendant à des Noirs qu'ils méprisaient, se rendant à des Noirs qui dansaient, parce que les Noirs considéraient qu'ils avaient gagné la guerre donc ils dansaient, et les Allemands se rendant à ces gens-là, en ne voulant pas les voir, en tournant la tête pour ne pas les voir. Et ils jetaient leurs armes devant nous, et ils partaient en camp de prisonniers. Une vision extraordinaire, oui. Et puis après ça, quand on s'est débarrassé de cette armée d'Afrique, nous avons continué en rejoignant le corps expéditionnaire français en Italie. Là, ça a été encore d'autres combats jusqu'au bout, jusqu'à un moment où on s'est arrêté parce qu'on préparait un débarquement dans le sud de la France. Pendant notre combat d'Italie, on a appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie, et par la suite, donc, on a organisé un débarquement franco-américain en Provence, où il y avait plus de franco que d'américains, et qui s'est battu du sud, qui a pris Toulon-Marseille, et après avoir pris Toulon et Marseille, qui a remonté avec les moyens du bord, et il n'y en avait pas de moyens. C'était pied la route, comme disaient les tirailleurs. On marchait pied la route, et jusqu'au bout, jusqu'à l'Allemagne, jusqu'au Rhin. Et pendant ce temps, voilà quel a été mon parcours. Et pendant ce temps, donc, Alain, lui, était entre Fouesnant et Bénodet. Oui, notre premier travail qu'on a eu à faire, ça a été des demandes pour les Anglais de piller les mairies pour avoir des os-ouest. C'est-à-dire, os-ouest, c'est le terme qu'on emploie peut-être toujours, c'est le laissez-passer allemand et qui était pour la zone interdite, c'est-à-dire tout le long des côtes, qui partait de la Norvège jusqu'en Espagne. Et c'était le même partout. Donc ils demandaient pour naturellement les gens qui venaient en France ou autre puissent avoir des papiers qu'il leur fallait pour être en règle quand ils arrivaient. Et si bien qu'on avait les mairies pour aller cacher, là également, les cartes d'identité vierges et en même temps les tickets de rationnement. On nous demandait cela énormément. Et après cela, nous avons eu à faire des sabotages. Le groupe est devenu un groupe d'intervention rapide, puisqu'il se trouvait entre Bénodet et Quimper. Et la nuit, pour sortir, c'était beaucoup plus facile qu'à Bénodet, où il y avait des patrouilles constantes, et à Quimper aussi. Donc, le groupe est devenu un groupe d'intervention rapide. Et là, nous avons eu à faire des sabotages. Des sabotages très, très demandés. C'était surtout les lignes téléphoniques. Les Anglais nous assuraient que si on pouvait les saboter, ils ne pouvaient pas correspondre, ils étaient obligés de correspondre en graphie, c'est-à-dire en graphie, c'est-à-dire en morse, si vous voulez. Et donc, et eux, ils se chargeaient d'intercepter les messages, mais surtout les lignes téléphoniques souterraines ou aériennes à saboter. Et également, l'électricité, à Bénodet, il y avait un dock, il y avait des bateaux qui venaient, qui se réfugiaient, puisqu'on ne pouvait pas aller au port, soit de Brest, soit de Lorient, qui étaient constamment bombardés. Si bien qu'avoir des renseignements également, et ils m'ont laissé passer en même temps, commençant à introduire l'école, j'avais une carte spéciale du ravitaillement général, avec tous les cachets voulus dessus, qui me permettaient de me promener sur le canton lui-même à l'extérieur. Et donc, j'allais dans les fermes, qui étaient sur le bord de la côte, et où je savais où on faisait les blocos, où il y avait de tout, et on faisait des petits trucs sur la carte Michelin,
où on prenait un calque, avec le numéro de la carte, les routes avec les numéros de la carte, c'était facile, et ça partait. Nous ne savions pas, parce que c'était un agent de liaison qui prenait des renseignements qu'on pouvait avoir, hein, et ça partait, jamais on a su où. Il fallait que ce soit rapidement en Angleterre, et où étaient les Allemands, où ils étaient souvent aussi dans des manoirs qu'ils avaient réquisitionnés ou autres. On savait exactement ce cap où se trouvait, ils ont eu des visites. C'était notre travail. Et également, contre les collaborateurs, et pour le marché noir, en quelque sorte aussi. Là. Mais sur le canton de Fenand, il n'y a jamais eu un meurtre. Et ne croyez pas, chose qu'on dit que les FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui étaient là, commandées par le général Cuny, hein, n'étaient pas des voyous, n'étaient pas des macros, n'étaient pas là. Nous étions, et nous avions des consignes que je peux vous faire voir. Je ne les ai pas ici aujourd'hui, mais dans les écoles, vous me les demandez, les ordres qu'il y avait et le peu qu'il y a eu de femmes détendues, une minute. Mais nous n'étions pas des voyous, comme certains veulent le prétendre. On est obligé de couper un peu, parce que on va être débordé. Hein. Alors simplement, donc, pour finir au moins cette première partie, je redonne la parole à Alexis, juste en une minute. Quel message peux-tu donner aux jeunes? Moi, le seul message que je peux vous donner, c'est quand vos libertés sont menacées, quand votre pays est menacé, quand vos habitudes, vos traditions sont menacées, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez le choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre ne rien faire, fermer les yeux et dire c'est pas moi qui sauverai le pays tout seul. Non, il faut que chacun fasse le maximum pour sauver sa manière de vivre. Il y a des pays dans le monde aussi qui sont dirigés par des dictateurs, par une police militaire, où la vie est impossible si on n'est pas d'accord avec. Vous le voyez, il y a eu les nazis, il y a eu d'autres, il y en a encore dans le monde actuel. Bon, il faut que nous restions, que nous conservions notre civilisation, il faut que nous conservions, elle est la meilleure du monde. Et il faut ne pas hésiter, même si c'est à votre détriment personnel. Moi, quand je me suis engagé, c'est évidemment, ça a été à mon détriment personnel, puisque j'ai arrêté mes études, et qu'après la guerre, je me suis retrouvé comme l'imbécile du coin, considéré par ceux qui n'avaient rien fait, mais qui avaient continué leurs études, et réussi dans leurs études, considéré un peu de haut par ceux qui n'ont rien fait. Et ça ne fait rien, c'est votre conscience qui compte. Voilà. C'est ça, n'hésitez pas. Et toi Alain, quel message veux-tu laisser aux jeunes? C'est de vous dire que ce que vous avez de plus précieux, de plus cher, c'est votre liberté. Cette liberté, c'est comme l'air que vous respirez. Vous ne savez pas qu'elle est là. Mais si elle vient à vous manquer, vous vous étouffez, vous mourrez. C'est pour cela, cette liberté, il vous faut la défendre tous les jours. Merci. Nous avons aussi la chance aujourd'hui donc, de pouvoir écouter Madame Rose de Beaufort, la fille d'Honoré d'Etiendorf. Merci Madame de vous être déplacée pour apporter votre témoignage aux jeunes du Finistère. Avant de vous guider en vous posant un certain nombre de questions, je résume simplement donc, la vie de votre père. Au terme de ses études à Polytechnique en 1923, Honoré d'Etiendorf choisit d'entrer dans la marine. Après Merseburg,
le lieutenant de vaisseau se retrouve au mouillage à Alexandrie, et après l'armistice du 22 juin 1940, il décide de déserter avec quelques compagnons. Il contourne toute l'Afrique pour rejoindre l'Angleterre, où il arrive en septembre 1940. C'est un des premiers officiers à se mettre au service du général de Gaulle. Il est alors affecté au service de renseignement avec la mission de collecter en France occupée le maximum de renseignements pour soutenir l'action des forces britanniques. Pour lui, la meilleure façon d'obtenir des renseignements est de se rendre sur place et d'y monter son propre réseau de renseignements. Le 22 décembre 1940, il débarque à Port-le-Bousse, à Plogoff, à bord du bateau de pêche La Marie-Louise, commandé par Jean-François Follic. Très vite, il met en place sur Nantes le réseau Nemrod, appuyé par ses deux adjoints, Maurice Barrier et Yann Dornick. Malheureusement, avec la trahison de leur radio, tout le réseau est arrêté dans la nuit du 21 au 22 janvier 1941. Le procès n'aura lieu que quelques mois plus tard, et le 29 août 1941, au Mont-Valérien, Yann Dornick, Maurice Barrier et Honoré d'Etiendorf tombent sous les balles allemandes. Alors, avec nous donc sa fille. Alors, la question est certainement difficile, la première question est sans doute difficile pour elle. Vous aviez 6 ans en 1941, avec votre famille, vous avez rendu visite à votre père dans la prison à Fresnes. Quel souvenir de petite fille en gardez-vous? En effet, vous avez raison de préciser que c'était vraiment une petite fille et des souvenirs. Une petite fille de 6 ans, ils sont bien lointains. Mais tout de même, nous étions réunis. Je me souviens que cette visite à Fresnes, d'abord, c'était très impressionnant. Ça paraissait énorme. On avait le droit de passer les grands couloirs en attendant qu'Honoré descende de sa cellule pour nous rejoindre dans une petite pièce où il y avait un Allemand qui écoutait, mais très discret d'ailleurs pendant les visites. Les visites étaient très courtes parce que plus nous étions nombreux, plus les temps étaient courts. Et Honoré s'en plaint, il se désole de ne nous avoir vu qu'un quart d'heure à peine quand nous venions faire ces visites. Ma mère, en effet, nous étions réfugiés ou un petit peu à l'abri, si l'on peut dire, un peu arfoinant, dans un petit manoir.